Nicolas Zibel qui va nous rejoindre à présent, directeur business développement de Chaos Technologies. Bonjour, comment ça va? On se fait la petite pause café, allez. On va juste la cacher pour cacher les marques, voilà, comme ça, et on verra ça après. Comment ça va? Alors, qu'est-ce que c'est que Chaos Technologies? Chaos Technologies, c'est une plateforme qui permet de faire migrer des milliards d'individus qui aujourd'hui ne sont pas connectés à Internet vers l'Internet. Et on le fait de deux façons. Ouais. On le fait parce que d'abord c'est un operating system qui donc est sur un nouveau type de téléphone qu'on appelle en français des smart feature phones. Donc en fait ça ressemble à un téléphone normal à touche comme on avait il y a assez longtemps, mais qui offre des capacités d'avoir accès aux applications, d'avoir accès à Internet. Et ça s'adresse aux entreprises, j'imagine aussi. Alors ça s'adresse aux entreprises, on vient d'en lancer un en France, mais ça s'adresse surtout aux personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas s'acheter un smartphone. Parce que c'est 2 fois moins cher qu'un smartphone. Et donc c'est ce qui permet, si vous voulez, quand vous voulez avoir accès aux services digitaux, mais que vous ne pouvez pas vous payer un smartphone, d'avoir accès à des applications, à YouTube, à Facebook, à WhatsApp, comme un smartphone normal. Ah bah c'est génial. Et vous êtes dans combien de pays? 150 pays. 150 pays? On est dans 150 pays, on a 150 millions d'utilisateurs et on est en fort développement. Notre plus gros marché, c'est l'Inde. Et là, on a contribué à la révolution qu'on appelle la révolution de Jio, qui est un opérateur télécom qui est arrivé de rien et qui a proposé la 4G d'entrée, sans passer par la 2G ni la 3G, donc qui a fait un saut technologique. Wow, et on a participé avec eux, donc un bond en avant. Et maintenant on fait la même chose, on se développe évidemment dans les autres pays d'Asie du Sud, au Pakistan et au Bangladesh, et on se développe en Afrique. Beaucoup en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest avec Orange, qui est un de nos investisseurs et un de nos partenaires, et également en Afrique du Sud. Comment il se fait votre stratégie de conquête internationale? Ça se fait par des acquisitions, de croissance externe, ça se fait comment? Alors ça se fait en partenariat. Ah, en partenariat? Ça se fait en partenariat. Nos principaux partenaires sont les opérateurs télécoms. Oui. Donc en général on travaille avec les principaux opérateurs du pays. Ensuite notre deuxième partenaire ce sont les fabricants de téléphones, parce que nous on ne fabrique pas, on ne fait que mettre notre OS dessus. Notre troisième partenaire, ce sont les développeurs d'applications, donc les grands GAFAM que l'on connaît tous. Et puis, on a également un partenariat très très rapproché avec les fabricants de chipsets, donc ceux qui font la puce qui est dans le téléphone, parce qu'il faut que la puce puisse supporter notre operating system. Et enfin, pour terminer, on a un autre type d'opérateurs, ou de partenaires, qui sont les banques de développement. Parce qu'elles ont un intérêt à faire ce qu'on appelle la migration digitale de la 2G vers la 4G, donc elles nous aident à financer ce développement au travers de plans de microfinance. Je reviens sur vos collaborateurs de puces électroniques. En ce moment, il y a une pénurie. Oui. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe, c'est très compliqué. Ben oui. C'est très compliqué parce qu'on a deux phénomènes qui se produisent. Il y a d'un côté un phénomène de raréfaction, du nombre de chipsets disponibles, donc il y en a beaucoup moins, mais on ne parle pas de 5 ou 10%, on parle de pourcentage de baisse énorme. Et il y a un deuxième phénomène qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une migration vers la 5G. Et la migration vers la 5G a un effet de raréfaction de l'entrée de gamme et de la raréfaction de la 4G. Donc on a des clients ou des partenaires qui ne peuvent plus livrer du fait de la pénurie de composants. Donc c'est un gros sujet. Vous devez gérer 150 pays comme ça, comment vous faites? D'abord on se focus. Ouais. Ce n'est pas nous qui vendons dans les 150 pays, oui, ce sont les fabricants mais vous collaborez. Donc on collabore. Donc on choisit les pays, on essaie de travailler avec les partenaires fabricants de chipsets qui ont des capacités disponibles. Et la situation est différente d'un fabricant à un autre, et donc on essaie de gérer en fonction de ça. Mais alors dans ces cas-là, comment ça se passe quand vous voulez peut-être conquérir de nouveaux marchés? Vous parliez du Pakistan tout à l'heure. Oui. Ça vous freine? En termes de... Quand vous n'avez pas de collaboration ou quand non, ça se réussit avec ce qui est compliqué, c'est le problème de fiabilité de livraison. D'être capable de pouvoir garantir à nos partenaires qu'on va être effectivement capable de livrer. Donc, par exemple, là, je vous donne un exemple. Au Pakistan, on est en train de lancer un gros programme avec un opérateur local, un opérateur qui s'appelle Jazz, qui est le principal opérateur au Pakistan. Et pour ça, il faut à la fois mettre en place le produit et l'operating system, mais on le fait avec une approche innovatrice qui est une approche de fintech, où on fait en sorte que le client final va rembourser $1 par mois sur son téléphone. Donc c'est une technique de microcrédit. Et pour ça, il a fallu qu'on aligne à la fois une banque, l'opérateur et un moyen de gérer le crédit. Donc en fait, vous construisez des ponts entre les diverses intervenants, c'est ça? Voilà. Notre rôle, c'est de créer des ponts entre les plateformes, des ponts entre les différents partenaires, pour que l'ensemble des différentes parties prenantes arrivent à se mettre d'accord pour développer ces applications et développer les produits. Quand on est à la conquête comme ça, qu'on est partout sur des nouveaux marchés, qu'on est déjà dans 150 pays, c'est quoi l'obstacle le plus important? Alors, en fait, on a 3 types d'obstacles. Le premier obstacle, c'est évidemment le coût, parce que même si on est moins cher qu'un smartphone, on est plus cher qu'un téléphone à 2G. Donc il faut trouver des moyens pour que cet écart de coût soit encore réduit.
Et c'est pour ça qu'on a inventé le Smart Feature Phone. C'est pour ça aussi qu'on a inventé des techniques de microcrédit. Le deuxième type d'obstacle que l'on a, c'est la langue. Parce qu'il faut que le contenu il soit disponible dans les langues qui sont intelligibles. On oublie souvent que l'Internet... En Inde, il y en a 17. par exemple. Et on oublie souvent que l'Internet n'est créé que dans une dizaine de langues. Et aujourd'hui, il y a 7000 langues parlées dans le monde. Oh là là. Donc il y a un écart énorme. Et le troisième ? Et le troisième obstacle, c'est l'obstacle de l'utilité. C'est-à-dire que pour que l'Internet soit adopté, il faut que ce soit perçu comme étant utile tout de suite, maintenant. Et ça, c'est un gros challenge. Et oui, et c'est ça, l'immédiateté, le présent. Je pense que cette notion du présent, on l'avait oubliée. On dit on va faire demain ou on a fait hier, mais cette notion d'immédiateté, elle est voilà. Et cette notion d'immédiateté, mais surtout, est-ce que ça va résoudre le problème que j'ai aujourd'hui ? Est-ce que ça va me permettre de manger ce soir ? Est-ce que ça va me permettre de répondre à mon problème que j'ai concrètement ? J'ai besoin d'améliorer ma culture. Comment je fais ? J'ai besoin de me faire soigner. Comment je fais ? J'ai un problème avec le Covid. Comment je le traite ? Problème présent. Voilà. Présents qui ne peuvent pas attendre ni procrastiner. Merci beaucoup Nicolas Zebel, très instructif. Directeur business développement de Kaios Technologies. Merci beaucoup. Merci à vous.